Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, acceptez que je vous dise affectueusement merci de votre sympathie patriotique, mais aussi et surtout de votre fidélité à ce magazine de prédilection, le plus suivi en République démocratique du Congo, Liberté d'opinion, qui vous offre la possibilité de décrypter avec les invités toutes les questions de la nation. Aujourd'hui, nous avons l'exceptionnel bonheur de recevoir un professeur d'université qui va nous enseigner ce que l'on appelle le contrôle parlementaire. Beaucoup de gens ne le savent pas. Aujourd'hui, nous avons estimé opportun d'y consacrer une émission pédagogique. Notre invité, c'est le professeur Gary Sakata, professeur à l'université de Kinshasa. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, également avocat à la Cour pénale internationale. Il est élu du peuple, député national, élu de la circonscription de Bagata dans les Kulu. C'est avec cette éminence que nous allons essayer, bien entendu, mesdames et messieurs, de réduire les limites de la sous-information du public sur la question du contrôle parlementaire. Comment voulez-vous que je vous appelle, professeur ou honorable? Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est pas facile de vous avoir sur un plateau de télévision. Alors, professeur, nous l'avons dit dans l'avant-propos, il y a beaucoup de confusion lorsque les membres du gouvernement défilent à l'Assemblée nationale. On ne sait pas ce qui se passe, on politise tout, on confond le rôle confié constitutionnellement à la Cour constitutionnelle pour contrôler l'exécutif national à travers ce qui est convenu d'être appelé le contrôle parlementaire. Vous allez essayer de nous éclairer là-dessus. Alors, la première question d'entrée des jeux, c'est de nous dire quels sont les moyens d'information et de contrôle dont dispose un député national comme vous. Merci, monsieur le journaliste. Merci, Louis Dor, pour la parole que vous m'accordez. Merci également pour l'invitation. Il convient d'abord, de manière générale, de circonscrire les propos en faisant savoir qu'en ce qui concerne l'Assemblée nationale, il faut faire un distinguo, une distinction nette entre ce qu'il convient d'appeler moyen d'information d'une part, et d'autre part, le moyen de contrôle, et enfin, les mécanismes de mise en responsabilité des membres du gouvernement. Alors, en ce qui concerne les moyens d'information, selon la Constitution et le règlement intérieur régissant les assemblées parlementaires, nous avons plusieurs moyens d'information. Nous avons d'abord la question orale, qui peut être avec ou sans débat. Nous avons la question écrite. Les mécanismes se passent par écrit entre l'Assemblée nationale et les membres du gouvernement ou les mandataires désignés. Nous avons la question d'actualité, qui porte sur les questions d'actualité. Nous avons l'audition en commission permanente et nous avons la pétition. Là, ce sont des moyens que l'on appelle les moyens d'information. On y reviendra certainement si vous désirez, point par point. En ce qui concerne les moyens de contrôle, nous avons l'interpellation à l'égard des membres du gouvernement ou des mandataires. Nous avons la commission d'enquête parlementaire qui n'est pas à confondre avec les commissions spéciales et temporaires qui peuvent être créées. Ça, ce sont des moyens de contrôle. Enfin, nous avons le mécanisme de mise en cause de la responsabilité des membres du gouvernement. Et c'est là que nous avons la motion de défiance qui concerne un membre du gouvernement et la motion de censure qui concerne l'ensemble du gouvernement et dont c'est le Premier ministre qui est appelé à y répondre. Tout à fait. Voilà un peu globalement. On y reviendra certainement si vous le désirez, mais je voudrais brosser le cadre. Merci beaucoup d'avoir planté le décor de
de ces débats qui se veut d'une autre facture scientifique. Alors, pour des raisons méthodologiques, parce que l'émission est pédagogique, est-ce que vous pouvez réduire les limites de notre sous-information sur les moyens d'information que vous venez d'évoquer là-bas? Comment ça se passe? Par exemple, pourquoi on dit d'une question qu'elle est orale ou orale avec débat ou sans débat, et tous les autres moyens d'information que vous avez évoqués? C'est quoi? Comment ça se passe? Alors, avant d'y arriver, parce que lorsqu'on parle de moyens d'information, oui, il s'agit déjà de l'entrée en débat. Avant d'y arriver, j'aurais suggéré que l'on puisse aborder la question relative aux incidents motionnels qui arrivent à l'occasion de ces moyens d'information, oui, de moyens de contrôle, oui, ainsi que de la mise en cause de responsabilité. Volontiers, je vous la pose. Alors, le public doit devoir savoir que de l'entrée du député dans la salle de plénière, de l'entrée du président ou du bureau dans la salle de plénière, l'ouverture de la séance, la prise de parole, ainsi que la clôture du débat est bien cernée dans le cadre du règlement intérieur, ainsi que dans la Constitution. Nous avons donc, de ce fait, plusieurs types de motions qui peuvent être soulevées lorsque les députés sont en séance. Nous pouvons citer par exemple la motion d'ordre. Lorsque la séance a commencé, un député peut, l'ordre du jour a été dicté, un député peut soulever la main pour demander au bureau ou au président de l'Assemblée une motion d'ordre. Mais qu'est-ce qu'on entend par motion d'ordre? La motion d'ordre, c'est en fait une motion qui tente de demander au bureau ou au président de l'Assemblée de rétablir l'ordre dans les questions qui sont posées. Tout à fait. Je vais prendre un exemple pratique. On dit qu'aujourd'hui nous allons par exemple traiter de la question relative à l'insécurité à l'Est. Je reviendrai souvent sur ça, comme c'est d'actualité. Tout à fait. Alors, un député peut dire, les gens s'inscrivent bien entendu, un député peut demander au bureau que la prise de parole ne commence pas par les gens de l'Est, par les députés de l'Est, parce qu'ils sont concernés. Je donne un exemple. C'est un exemple, oui. Donc là, si l'Assemblée l'agrée, on commence par d'autres députés. Ça, c'est une motion d'ordre. Motion d'ordre. Alors, l'on peut également dire lors de l'examen du budget... Est-ce que la motion d'ordre est soumise au vote de la plénière? Oui, tout est soumis au vote. Exact. Tout est soumis au vote, la plénière. À main levée, oui, ou par acclamation tout simplement. Oui. Tout est soumis au vote. C'est ça. Alors, je peux donner un exemple. On dit par exemple que l'on va traiter de la loi des finances. Selon les règlements intérieurs, pour prendre parole lors de la loi des finances, la loi budgétaire, cela doit se faire par groupe parlementaire. Mais de plus en plus, on assiste au fait que l'on ouvre la parole à tout le monde. On va avoir peut-être 70 intervenants, alors que les règlements insistent, ça doit se faire selon le groupe parlementaire. Il y en a 16. En vertu de leur poids. En vertu de leur poids. Le nombre de minutes, d'ailleurs, est donné en vertu de leur poids. Mais de plus en plus, on donne la parole un peu à tout le monde. Donc, quelqu'un peut, de manière raisonnable, soulever le doigt en sollicitant une motion d'ordre, en demandant à ce que la parole ne soit limitée en priorité qu'à ceux que le groupe parlementaire ont désignés comme tels et en tenant compte du nombre de minutes qui s'imposent. C'est ça. Ça, c'est la motion d'ordre. C'est établir l'ordre dans les questions. C'est ça. Nous avons également la motion de procédure. Nous avons la motion de procédure. C'est celle qui concerne la manière dont les débats doivent être conduits. Alors, si par exemple vous invitez un ministre par une question orale, vous l'invitez à l'Assemblée, il se présente. Vous donnez la parole à celui qui a rédigé la question, qui a présenté la question orale ou l'interpellation. Selon la procédure, celui qui a fait la question orale ou l'interpellation lit sa déclaration. Le ministre répond. On ouvre le débat. Les débats s'ouvrent d'ailleurs par celui qui a fait l'interpellation. C'est ça. Et le ministre vient encore répondre et on clôt le débat. À supposer, comme la fois dernière, à supposer que lors d'un tel débat, que l'on donne
que l'interpellateur prenne la parole et qui immédiatement, sans donner parole au ministre qui a été interpellé, que l'on donne la parole au public, un député peut soulever, peut demander une motion de procédure en demandant qu'on revienne au respect du règlement, en accordant à l'accusé, entre guillemets, à l'interpellé, d'abord la parole. On va continuer, honorable, pour Oui. nous permettre de bien comprendre. Oui. Ça veut dire, lorsqu'un débat est ouvert, Tout à fait. on peut avoir une ou plusieurs motions de procédure. C'est permis. Une ou plusieurs motions de procédure, si la procédure est viciée, bien entendu. D'accord. On peut avoir en même temps d'abord une motion d'ordre, D'ordre. ensuite une motion de procédure, ainsi de suite. Tout à fait. Donc là, je suis en train de donner un exemple. Là, c'est la procédure qui est viciée et le député demande à ce que l'on revienne au respect du règlement en Intérieur. respectant la procédure. Tout à fait. Alors, autre type de motion, c'est la motion d'information. La motion d'information, si l'on reste strictement sur le plan du règlement intérieur, la motion d'information doit avoir un lien avec la question principale que l'on est en train de traiter en ce moment-là. C'est que nous traitons par exemple de la question de Kwamut. Oui. Ce qui se passe à Kwamut, qui se déverse actuellement sur Bagal. D'où vous revenez d'ailleurs. D'où je reviens. Alors, on traite de cette question et du coup, moi ou un député de Kwamut reçoit une information selon laquelle on vient de brûler une maison, on vient d'incendier un village. Pendant la plénière. Pendant la plénière, il demande au président une motion d'information pour informer à toute l'Assemblée qu'il y a un village qui vient d'être incendié et je viens d'en recevoir un message. Et là, ça interrompt le débat un tout petit peu. Non, ça n'interrompt pas le débat, ça anime le débat. Ça anime le débat. Oui, c'est interrompu pendant le temps de la motion, mais Oui. ça donne de l'ardeur aux Oui. députés qui doivent prendre une mesure allant dans tel ou tel autre sens. C'est ça. Alors, il y a aussi un autre type de motion d'information qui est d'ailleurs le plus usité, c'est les motions d'information liées aux faits personnels, c'est-à-dire ou à tout autre événement. Je viens par exemple, tel que je viens de chez moi, si en route il y a le Koulou là qui m'attaque, j'arrive à la séance, je peux demander au président une motion d'information. Quand venant ici, j'ai été attaqué par le Koulou. À tel endroit. À tel endroit. Ou bien, je suis dans la salle de plénière, on m'informe que dans mon quartier, des maisons se sont englouties à la suite des inondations. J'informe au président que je viens de recevoir un message de la part de ma base, qu'il y a des maisons qui sont... Ça sont des motions d'information. Alors, nous pouvons également citer motion préjudicielle. Motion préjudicielle. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais la motion préjudicielle, c'est que la plénière est en train de traiter d'une question dont elle entend trouver solution. Mais l'on se rend compte qu'en cours des débats, que la solution ne doit pas venir de l'Assemblée, mais d'un autre organe. Je vous donne un exemple. L'Assemblée inscrit à l'ordre du jour la question toujours relative aux causes réelles de l'insécurité à l'Est. Et les députés sont en train de passer sur base de ce que leurs électeurs leur ont toujours dit. Oui. Mais à un certain moment, je peux soulever une motion préjudicielle en disant que les causes réelles, ce n'est pas nous les députés qui devons les trouver, ce sont les services de l'ANER ou de la DEMIAP dont c'est la mission, qui peuvent nous donner les informations réelles sur la question. Dans ce cas, l'on peut donc suspendre la séance en vue d'inviter à huis clos, je ne sais pas comment, les services de l'ANER, les services de la DEMIAP ou de manière brève, ou de l'armée. C'est ça ce qu'on appelle DEMIAP, je crois bien. DEMIAP, c'est l'armée, oui. C'est l'armée, de l'armée. Renseignement militaire. C'est toujours comme ça qu'on appelle ça, j'espère. Ça a changé récemment. Ça a changé. Ça a changé, oui. Ok. Donc, voilà. Et on les invite peut-être à huis clos parce que nous, en tant que députés, ce n'est pas notre rôle d'avoir forcément la fine information. À ce moment-là, la motion que vous devez soulever, ce n'est ni une motion d'ordre, ni une motion de procédure, ni une motion d'information, c'est une motion préjudicielle. Tout à fait. Okay? Alors, le dernier type de motion qui est prévu dans notre règlement, c'est la motion incidentielle. Ah, là,
ça fait débat. Oui. Expliquez-nous. Voilà. Souvent, on accuse, comme à l'époque, sous l'Ancien Régime, lorsque la motion incidentielle intervenait, on disait que c'était pour des raisons politiques et étouffer le débat. Expliquez-nous un peu le bien fondé de cette motion et la procédure. Alors la procédure est la même. Vous soulevez le doigt, vous demandez au bureau. Vous demandez la parole. Vous demandez la parole, vous dites qu'il y a une motion incidentielle. Ici, la spécificité, c'est que la motion incidentielle peut se faire au début ou en cours de débat. Et la spécificité de cette motion, c'est que une question est en cours en débat, mais l'on doit suspendre l'examen de cette question jusqu'à trouver préalablement solution à l'objet de la motion incidentielle. C'est-à-dire, je donne un exemple. Un député est détenu à Makala, ou dans un cachot, ou est gardé à vue. L'affaire est portée devant l'Assemblée. L'affaire est en train de traiter, ou même avant de traiter, un député peut soulever une motion incidentielle en demandant que l'on nous dise d'abord, est-ce que les députés en question se trouvaient dans un état de flagrance pour que l'on soit pour être arrêté, pour que l'on se passe de l'autorisation du bureau ou de la plénière. Ou de la Cour de cassation. Ou de... Ça dépend. Ça dépend. Oui. Ici, bien sûr, la seule possibilité qui est offerte pour prendre un député sans toutes ces marmailles de procédure, c'est qu'on se trouve dans un état de flagrance, où le parquet peut le prendre. Oui. Alors maintenant... Vous pouvez donner quelques exemples, quelques cas de flagrance. Un cas de viol, si un député viole... Un cas de viol, on le prend dans un milieu dans un milieu d'aisance, on le prend, ou bien il vient tout de suite là de commettre un accident, je ne le souhaite pas, et la personne vient de décéder, il est poursuivi par la clameur publique. On doit l'arrêter. On peut l'arrêter, je ne le souhaite pas. Oui. On peut l'arrêter par la police. Mais s'il se bagarre ou s'il insulte la population, le public... Bon, on peut se trouver également... On vit au-dessus de tout le monde. On peut également se trouver dans un cas de flagrance. Et ça circule dans les réseaux sociaux. On peut se trouver dans un cas de flagrance également si le parquet est saisi et que le député en question est immédiatement arrêté. Oui. Mais seulement, je dis, la question incidentielle sera le fait de demander de nous prouver d'abord la flagrance avant l'arrestation. Il faut qu'on nous prouve la flagrance parce que on s'est passé de l'autorisation du bureau, on s'est passé de l'autorisation de la plénière. Maintenant, prouvez-nous la flagrance pour que nous puissions poursuivre le débat sur la question. C'est ça la question incidentielle. Professeur, si le public peut retenir quelque chose, ça veut dire en aucun cas, un député ne peut être arrêté sans l'autorisation du bureau, ni de la plénière, sauf en cas de flagrance. Sauf en cas de flagrance. Ça, c'est même dans la Constitution. Sauf en cas de flagrance. Merci beaucoup. En cas de flagrance, on ne sait pas de toutes ces mesures-là. Ça, c'est ce que la Constitution et les règlements intérieurs. Alors maintenant, lorsque vous prenez effectivement un député dans ces conditions-là, vous devez prouver la flagrance. La flagrance. Sur le plan de droit. Sur le plan de droit, on doit prouver la flagrance. Mais qui doit prouver si ce sont les services de l'ordre qui ont arrêté? Mais c'est le parquet qui doit prouver, dont les agents sont les services de l'ordre de la police. C'est le parquet qui doit montrer qu'il y a eu flagrance pour qu'il puisse passer outre le prescrit constitutionnel ainsi que du règlement intérieur. Dans ce cas-là, le bureau écrit au parquet. Dans ce cas, le bureau écrit au parquet. Pour obtenir les preuves de flagrance. Exact, très bien. Si on se trouve dans un cas de violation de la loi. Voilà un peu les divers incidents incidents motionnels qui peuvent subvenir. Il y en a 5, comme je l'ai dit, motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information, motion préjudicielle, motion incidentielle. Alors, une question sur la motion incidentielle. On a constaté, je l'ai dit en illustrant tout à l'heure, que la motion incidentielle a été utilisée depuis toujours pour arrêter un débat concernant la mise en accusation, la mise en, comme vous avez dit ici, la mise en accusation de la responsabilité des membres du gouvernement ou des mandataires publics qu'on utilise pour étouffer, qu'on ouvre les débats et qu'on passe au vote pour faire tomber un membre du gouvernement, un mandataire public. Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez nous dire que la motion incidentielle est maintenue dans le règlement intérieur ou elle a été supprimée? Non, la motion incidentielle existe dans le règlement, c'est pourquoi j'en parle. Existe dans le règlement, je ne sais plus, c'est même
Ça doit être de l'article 24. Oui. Ça doit être de l'article 24, si mes souvenirs sont bons, du règlement intérieur. Oui. Ça doit être de l'article 24, si mes souvenirs sont bons. C'est maintenu dans le règlement, mais j'ai comme l'impression, moi je n'étais pas là bien entendu, que dans la législature passée, on en faisait peut-être un usage politique, abusif et politique. Oui. Maintenant, peut-être qu'on a essayé de cadrer les choses. Oui. Et voilà. Donc, tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage terminologique et conceptuel sur l'émotion d'information. Est-ce que, si vous le permettez, on peut maintenant aborder une autre marche de ma question, ce sont l'émotion, le moyen de contrôle. D'abord, les moyens d'information. Moyens d'information. Alors, nous avons dit qu'il y avait les moyens d'information sont les questions orales avec ou sans débat. Avec ou sans débat. Questions écrites, questions d'actualité, l'audition en commission permanente et la pétition. Oui. Alors, commençons par le premier cas. Nous avons la question orale. La question orale peut être déposée en précisant si celle-ci sera suivie de débat ou non. C'est le député qui dépose, un seul député. Donc on ne peut pas faire une question orale avec débat à plusieurs. Donc un député peut déposer une question orale avec débat au bureau du président. Le bureau de l'Assemblée envoie ça au bureau d'études pour vérifier si la question orale est conforme. C'est dire, la conformité là consiste souvent en quoi? Parce qu'il y a beaucoup de députés qui parfois, parfois insèrent dans leur question orale des attaques personnelles, des imputations dommageables, des injures. On dit par exemple le ministre est incompétent. Est un voleur, est un maniaque. Ça ne peut pas se faire. Là, ça ne peut pas se faire en réalité. En pareil cas, c'est irrecevable. Les bureaux d'études qui est saisi va renvoyer une proposition d'irrecevabilité de cette question orale avec ou sans débat. Oui. Alors, la question, lorsqu'elle est déposée au bureau de l'Assemblée, si elle est recevable, le bureau met à l'ordre du jour et le jour du débat, l'on fait passer l'initiateur de la question orale, si c'est avec débat, on le fait passer, il lit sa question orale, on donne la parole au ministre ou au mandataire qui a été invité. Les mandataires répondent, on ouvre le débat en donnant en premier la parole à celui qui a initié la question orale. C'est lui qui ouvre le débat. Et ensuite les autres suivent. En fin de compte, le ministre fait sa réplique. Le ministre répond à tout ça. Et celui qui a écrit la question orale conclut. De quelle manière il conclut? Il conclut soit en faisant des recommandations au ministre, au regard de ce qui a été dit, soit en transformant sa question orale en interpellation. Ce qui est déjà un moyen plus costaud parce que ça entre dans le moyen de contrôle. Alors, c'est quoi la différence? Cette mutation de la question orale en interpellation, la différence, c'est laquelle? Alors, la question orale, la question orale, c'est une information, en fait. C'est un moyen d'information. Ça s'arrête là. Le ministre vient informer d'une situation. Des situations ou d'une situation. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais lorsqu'on transforme en interpellation, c'est déjà un contrôle. Ok. C'est déjà un contrôle qui peut arriver à des sanctions graves. Mais parce qu'après, on dira encore qu'on doit transformer l'interpellation en motion de défiance si, mais ça, on va arriver. Donc, on passe donc du moyen d'information au moyen de contrôle. Et oui, justement, parce qu'on doit relier les deux. Ouais. Quelle est la conséquence alors d'une interpellation? La conséquence d'une interpellation? Oui. À la fin, lorsque la question orale avec débat est transformée en interpellation, est-ce qu'elle peut avoir des conséquences sur la personne mise en cause? Alors, un mandataire public, un ministre, ça peut être quelles conséquences? Alors maintenant, lorsque la question orale est transformée en interpellation, l'interpellateur, comme on va peut-être le dire dans 2-3 minutes, l'interpellateur termine également sa déclaration en recommandation ou, cette fois-là, en motion de défiance.
Et lorsqu'il y a défiance, c'est la sanction suprême. Ça veut dire que vous êtes démissionnaire. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez aussi, si vous permettez ma méthodologie, mais je vous laisse la latitude d'utiliser du schéma qui peut vous paraître le meilleur. Et la motion de défiance, oui. La motion de censure, oui. Beaucoup de confusion aussi dans les têtes des Congolais, des téléspectateurs lorsqu'ils suivent des débats retransmis sur la chaîne nationale. Est-ce que vous pouvez nous éclairer aussi là-dessus? Alors pour des raisons pédagogiques, comme nous sommes dans un cadre pédagogique, oui. Pour que les gens comprennent bien, nous devons aller étape par étape, parce que là c'est la solution finale. Là, voilà. En tant que moyen d'information, oui. Nous avons parlé de la question orale avec ou sans débat. Maintenant, nous parlons de la question écrite. C'est lorsque un député fait une question à un ministre écrite, mais il n'a pas besoin qu'il y ait débat en plénière. Le ministre reçoit la question et répond par écrit. Sans que le public soit informé. Sans que le public ne soit informé. Mais à quoi ça aura servi les électeurs? Bon, qu'importe. Parce que ça se fait entre deux individus, entre un ministre, un mandataire public et un député. Les choses peuvent se passer, le pot de vin peut circuler. Tout à fait. Où est-ce que l'électeur trouve son compte? Bon, absolument pas, à mon avis. Mais néanmoins, lorsque le ministre ne répond pas à la question écrite dans les délais prescrits, je crois, de 15 jours, les députés peuvent transformer cette question écrite en interpellation et ainsi de suite. Ah, d'accord. Mais la question écrite reste un peu secret, disons-le ainsi, ou particulier entre les deux personnes. Après la question écrite, nous avons la question d'actualité. Ce sont des questions brûlantes de l'heure. Question d'actualité. Question d'actualité. Vous pouvez poser une question d'actualité à un ministre. Par exemple. Par exemple, les constructions anarchiques à Gombe. Pourquoi les ministres de l'urbanisme donnent-ils des permis, autorisent-ils aux gens de construire sur on appelle ça caniveau? Le caniveau, oui. Le canaux d'eau. Oui. Qui en fait finissent par créer des inondations. Oui. On peut l'inviter parce que nous sommes en période de pluie. Tout à fait. Alors, ou pourquoi il y a trop d'embouteillages dans la ville, rien n'est fait? Pourquoi il y a trop d'embouteillages dans la ville et rien n'est fait? Et les agents fuient. Les conducteurs se retrouvent seuls. Voilà. Ou encore, en pleine nuit. Pourquoi lorsque le gouvernement construit une route, cette route se transforme en parking des véhicules? Vous vous êtes rendu compte que chaque fois qu'on construit une nouvelle route, au lieu que ça puisse servir de désengorger, toutes les caracasses viennent s'installer tout au long de la route, réduisant ainsi l'espace commun. Ça, c'est possible. Ou encore, pourquoi les ministres de l'urbanisme n'imposent pas aux gens qui construisent à Gombe de faire également des parkings parce que toutes les voies sont désormais occupées? Ça peut être une question. Transformé en parking. Oui, transformé en parking. Ou pourquoi on retrouve des épaves de véhicules dans toutes les avenues qui se transforment en garage? En garage. On peut faire une question d'actualité que le ministre vient nous dire parce que là, c'est le ministre des tutelles qui vient. C'est le ministre des tutelles pour le cas d'espèce. Le ministre des tutelles qui vient ou bien un mandataire. Donc un DG ou je ne sais pas. Qui vient pour expliquer ces faits. Ça, c'est question d'actualité. Question d'actualité. Alors, nous avons également l'audition par les commissions permanentes. Donc, à l'Assemblée, sauf erreur de ma part, il y a 10 commissions permanentes. Commission qu'on appelle PHI, commission des droits de l'homme, commission suivi évaluation, commission de l'ECOFIN qui travaille actuellement. Nous sommes en période budgétaire, session budgétaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moins d'informations, les commissions invitent, par exemple, tout ministre auprès de qui ils veulent avoir des informations sur des questions bien précises. Donc, à ce titre, par exemple, la commission ECOFIN actuellement invite tous les ministres pour savoir comment ils ont pu gérer leur budget, par exemple. Exact. Ça, c'est l'audition en commission permanente. Donc, ce sont des commissions de l'Assemblée nationale. Ce sont les commissions de l'Assemblée nationale, il y en a 10. Oui. Il y en a 10 et pour l'information, ils invitent toujours les divers ministres. Tout à fait. Alors, en dernier lieu, nous avons la pétition. Celle-ci est prévue d'ailleurs par l'article 27 de la Constitution. Tout citoyen est repris dans notre règlement intérieur, je crois, c'est l'article 187 à 190 ou 168. Donc, tout citoyen peut adresser une pétition au président de l'Assemblée nationale sur telle ou telle autre situation. Même seul ou en étant seul ou collectivement. Une pétition. Oui, donc, Louis d'Or peut aujourd'hui, pour
des soucis qui lui sont propres, faire une pétition. L'exemple réclamer mon siège qui m'a été ravi. Par exemple. Et je suis empêché de siéger alors que je détiens un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc vous pouvez faire, une pétition. Merci. Vous pouvez faire une pétition auprès du président de l'Assemblée nationale. Oui. Lui enverra cette pétition auprès d'une commission permanente. Ok. Vous n'allez pas apparaître. C'est cette commission permanente qui jouera, Qui va proposer. qui va travailler ou qui va se présenter à votre place. Ça aussi, c'est Il faut avoir un avocat ou bien on peut le faire seul? Non, il n'y a pas besoin d'avocat. C'est un mécanisme constitutionnel. Vous pouvez le faire seul. Oui. Vous déposez au bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale envoie auprès d'une commission attitrée et la commission attitrée analyse et fait passer la question. Est-ce qu'il y a une procédure pour adresser une pétition au président de l'Assemblée nationale ou à toute autre personne pour ne pas faire la casuistique? Non, c'est une déclaration normale qui est prévue. On écrit, on dépose. On écrit, on dépose. Point barre. Point barre. On relève les faits pour lesquels l'on veut avoir des éclaircissements. Droit, oui. Tout à fait. Voilà, ça ce sont des moyens d'information. Ok. Est-ce qu'on en a fini pour qu'on passe Oui, on a fini avec tout le moyen d'information. Les moyens de contrôle. Alors maintenant, les moyens de contrôle, ça devient maintenant une étape encore plus avancée. C'est l'interpellation. Là, c'est l'article 191 de notre règlement intérieur. En réalité, l'interpellation est une demande d'explication. Ce n'est plus une information que l'on sollicite auprès du ministre ou du mandataire, mais l'on fait comme on fait comme l'employeur fait à l'égard de ses employés, comme le boss fait à l'égard de ses agents. Le député fait une demande d'explication adressée à un ministre ou à un mandataire public par l'intermédiaire du bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Donc, et si l'interpellation peut être faite à l'endroit du Premier ministre, si la question en question, permettez la tautologie, concerne le gouvernement. En ce moment-là, c'est le Premier ministre qui est interpellé. S'il s'agit d'une question transversale, alors c'est le Premier ministre qui est interpellé pour venir répondre. Et l'interpellation, comme je l'ai dit tout à l'heure, se termine aussi par des recommandations ou par une motion de défiance ou de censure. La motion de défiance ou de censure a aussi une conséquence sur la personne interpellée? Oui, bien entendu, comme on le dira tout à l'heure. Ça a une conséquence sur la personne qui est interpellée. Si nous avons quitté question orale avec débat ou toutes les autres questions transformées en interpellation, recommandation transformée en interpellation. Maintenant, l'interpellation elle-même, qui est une demande d'explication, qui est plus coriace, plus costaud, peut être transformée en motion de défiance ou de censure. Alors, l'autre moyen de contrôle qui est prévu, c'est les commissions d'enquête. Alors, dans les commissions d'enquête, c'est qu'il y a des événements. Par exemple, je donne l'événement de Kwamout et à Bagata, puisque nombreux ne savent pas quels sont les vrais enjeux, qu'est-ce qui se passe qu'en plein milieu, qu'en plein centre du pays, qui n'est pas connecté avec des pays étrangers, qui est ce genre d'atrocité. Alors, l'Assemblée nationale, par l'initiative d'un député ou de groupes parlementaires ou de commissions, peuvent demander au président de l'Assemblée nationale de créer une commission d'enquête dont le nombre total des membres ne peut dépasser 20 et la durée de travail ne peut dépasser 1 mois. Tout à fait. Et après, il y a quand même des recommandations. Enfin, il y a des recommandations. Et ici, ce que le règlement prévoit quelque chose de rare que nombreux souvent ne savent pas, c'est que le président de la commission ou le bureau de l'Assemblée peut déférer les auteurs directement devant le juge. Il est reconnu aux commissions d'enquête de déférer, de saisir directement le parquet. Ce qui est rare, parce qu'en réalité, l'exclusivité de la saisine du parquet ne devait se faire que par le bureau. Mais ici, le règlement intérieur reconnaît à la commission d'enquête de déférer directement les personnes dont ils suspectent avoir commis des infractions graves dans le cadre de l'enquête auprès du parquet pour être entendu. Tout à fait. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret pour éclairer l'opinion qui nous suit? Ça veut dire, par exemple, dans le cas de Kwamout, si la commission d'enquête parlementaire découvre
qu'il y a des acteurs politiques qui instrumentalisent les communautés pour les opposer ou qui les alimentent en armes blanches ou je ne sais pas quoi pour s'entretuer, cette commission peut directement saisir le parquet pour déférer par devers lui les personnes incriminées. Exact, peut déférer directement les personnes incriminées, ces responsables politiques ou je ne sais pas qui, ou ces leaders locaux, ou des étrangers, il peut les déférer directement devant le parquet pour être entendu sur les faits qui leur sont reprochés. Tout à fait. Ok, on peut passer à un autre moyen de contrôle. Non, les moyens de contrôle selon notre règlement ne sont limités qu'à ces deux-là. L'interpellation et les commissions d'enquête. Les commissions d'enquête. Tout à fait. Voilà. Alors, maintenant, nous passons aux moyens terminaux, appelons ça ainsi, les mécanismes de mise en cause de la responsabilité du gouvernement. Ça, c'est ce que nous appelons la motion de défiance et la motion de censure. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, on va aller très rapidement. Tout à fait. Alors, la motion de défiance, c'est lorsque l'on met en cause la responsabilité d'un ministre, d'un membre du gouvernement. Un seul ministre. Et pour ça, il faudrait que les députés, enfin, que l'initiateur signe une déclaration et qu'il y ait un dixième de membres de l'Assemblée qui puisse signer cette déclaration. Au moins 50 députés doivent signer la déclaration pour la motion de défiance d'un ministre parce que les conséquences, c'est qu'il va quitter le gouvernement. Alors, la motion de censure, c'est lorsque tout le gouvernement est mis en cause. Donc, c'est le Premier ministre qui doit répondre. Et en ce moment-là, il faudrait le quart des signatures. Donc, il faudrait une déclaration signée par au moins 125 députés. C'est ce qui a fait tomber Ilunga Ilunkamba, c'est ça? Avec son gouvernement. Il s'était tombé par une motion. Je me rappelle une motion initiée par Chérubin Okende, si je me trompe pas. Non, là c'était plutôt Madame Mamabunda. Ah, c'était Mamabunda, oui, le bureau. Oui, c'était la conséquence logique du basculement de la majorité, oui. Exact. Donc, lorsque la motion, pour que la motion de défiance soit... Alors, j'ai dit d'abord, lorsque la motion de défiance, j'ai dit motion de défiance à l'égard des ministres, motion de censure à l'égard de l'ensemble du gouvernement. Lorsque cela aboutit, le ministre en question est réputé démissionnaire, comme le ministre de l'économie nationale. Ou le gouvernement, c'était sous l'époque du régime passé, on avait fait, je crois, une motion de censure, mais je crois qu'il n'avait pas abouti. Je ne sais plus si c'était Chibaloki ou Matata, je ne sais pas entre les deux, je n'ai pas bon souvenir. Lorsque c'est la motion de censure qui est aboutie, tout le gouvernement est réputé démissionnaire et le Premier ministre doit déposer sa démission dans le 24 heures, je pense. Alors, il doit déposer sa démission dans les 24 heures, mais le vote de cette motion, la motion de défiance contre des censures, doit être, pour être valable, votée par plus de 251 députés, dont la majorité absolue. Vous pouvez faire le vote. Si vous avez 230 députés qui ont voté favorable, ça ne passe pas, c'est rejeté. Et dans ce cas, les députés signataires de la motion ne peuvent plus revenir tout au long de la même session pour faire encore une motion de défiance ou de censure contre ces ministres. Récemment, on a eu le cas avec les députés, le ministre des Transports, où la motion de défiance a été rejetée. Cela veut dire que pendant cette session, les mêmes signataires ne peuvent plus revenir à charge, sinon ça devient une forme d'acharnement. Voilà, donc voilà un peu les mécanismes comme ça se passe. Alors, lorsque tous ces moyens ont été ou sont exercés par par quel acte l'Assemblée nationale peut-elle décider? Ça sera l'avant-dernière question avant qu'on termine l'émission, sauf si on peut revenir sur une autre émission avec d'autres matières pour respecter le timing. L'Assemblée nationale, de manière générale, agit par voie des résolutions, des recommandations, de motions d'approbation, de motions de censure et de motions de défiance. On vient déjà de parler de motions de censure et motions de... C'est ça. Alors, la résolution, ce sont les actes pris par l'Assemblée plénière, soit pour son organisation interne, soit pour lever les immunités d'un membre du gouvernement ou son propre membre, ou toute autre personne, soit encore pour le mettre en accusation. Donc, en ce moment-là, l'Assemblée plénière agit par voie de résolution. Alors, la recommandation.
c'est un acte par lequel le gouvernement conseille vivement, l'Assemblée plénière conseille vivement au gouvernement d'adopter telle ou telle autre attitude. Hier, à la plénière d'hier, 8 novembre, nous avons voté une recommandation tendant à considérer le M23 comme étant un mouvement terroriste et à interdire le brassage et les mixages au sein de l'armée nationale. Au sein de l'armée nationale des personnes issues de groupes armés. Ça, c'est une recommandation. Et le gouvernement doit respecter ça. Le gouvernement doit respecter, c'est une recommandation, c'est un conseil, mais le gouvernement doit vraiment le respecter puisque c'est une recommandation venant de l'organe dont il est issu, dont le gouvernement est issu. Mais si le gouvernement ne le fait pas, parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de recommandations faites par l'Assemblée nationale qui n'ont jamais été mises en œuvre. En principe, il y a une commission de suivi-évaluation, suivi-évaluation de toutes ces recommandations. Au niveau de l'Assemblée. Au niveau de l'Assemblée nationale, et j'en suis rapporteur, qui fait des suivis pour proposer encore. Par exemple, cet irrespect peut conduire à une motion de censure contre le gouvernement. Donc, voilà. Donc, et nous avons la motion d'approbation. C'est la motion qui permet d'approuver le programme du gouvernement ou de l'investir. Tout à fait. Donc, voilà un peu, de manière globale, ce qu'il y a à dire sur tous les mécanismes d'information, de contrôle, d'accusation, ainsi de suite. C'est qu'on résume par le contrôle parlementaire. Par le contrôle parlementaire. Alors, professeur, aidez-nous un peu. Qu'est-ce que vous cachez au public dans le huis clos? Parce que vous n'en avez pas parlé. Est-ce que le huis clos est prévu dans le règlement ou dans la Constitution? Qu'est-ce que vous cachez au public? Parce qu'il n'y a ni caméra, ni qui que ce soit, il n'y a que vous. Non, le huis clos, c'est devenu comme une loge mystique. Non, le huis clos, et bien c'est là que les choses circulent entre. Non, absolument pas. Le huis clos est prévu par le règlement. Oui. Parfois, c'est pour ne pas indisposer le public ou pour ne pas porter à l'attention du monde des informations qui sont supposées être secrètes. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous sommes en train de traiter des questions relatives à la guerre à l'Est, nous ne pouvons pas forcément, sur certaines questions, les mettre à la place publique si l'ennemi capte directement nos informations. Nous le faisons à huis clos parce que ce sont des informations qui relèvent des renseignements publics. Nous invitons, on l'appelle AG peut-être, de la mer ou de la DEMIAP, qui viennent nous donner certaines informations sur certaines personnes. Et vous pensez que tous les députés là sont loyaux à leur patrie et qui ne peuvent pas aussi donner les informations? Ça, c'est une autre question de moralité, mais moi je suis sur la question des principes. Tout à fait. Sur la question des principes, on suppose que lorsqu'on ordonne un huis clos, ça doit rester confidentiel. Il y a deux types de huis clos. Il y a un huis clos qui sort le public et laisse les membres du personnel de l'administration de l'Assemblée, mais un huis clos fermé ou hermétique. C'est là que l'argent circule. Non, absolument pas. C'est là où l'information devient encore plus sensible, de sorte qu'on ne peut la gérer que par les gens qui ont reçu vraiment mandat. Merci beaucoup, professeur Gary Sankata. Nous tendons vers la fin de cette émission. Très belle émission, mesdames et messieurs. Le temps nous fait défaut, on aurait pu continuer. Mais professeur, est-ce que vous pouvez m'aider à prendre l'engagement devant le public que nous pouvons préparer une autre émission beaucoup plus pédagogique? Si on n'a pas parlé politique, on n'a pas parlé de cela, c'est vraiment un enseignement avec un professeur. Moi-même, j'ai beaucoup appris, je dois l'avouer. Le public aussi a beaucoup appris. Est-ce que nous pouvons préparer une autre émission sur une autre matière pour éclairer l'opinion? Aujourd'hui, la population sait ce qu'on entend par contrôle parlementaire. Est-ce que nous pouvons faire cette promesse? Oui, Louis d'Or, moi je suis disponible. C'est une forme d'éducation publique, une forme d'enseignement public. Donc si cela peut permettre à certains de mieux s'armer, à mieux comprendre, c'est notre devoir en tant que citoyen de la République. D'accord. La toute petite dernière question personnelle, la loi Sakata. C'était une proposition de loi conjointement initiée avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. On n'en parle plus. Où en est-on? Parce que vous étiez aussi co-auteur. Je suis heureux que vous puissiez vous poser cette question. Et puis, en réalité, la loi devait être d'actualité. Je ne vous ai pas prévenu de ça, mais c'est mon rôle de surprendre. Je suis à l'aise, tout à fait. Je suis à l'aise. Vous avez entendu le président de la République dire la fois dernière, le président Tshisekedi Tshilombo, Félix, dire la fois dernière qu'actuellement, il y a des décisions de justice qui relèvent du hasard. C'est un cri d'alarme. Tout à fait. Tendant à montrer qu'il y a quelque chose
que l'on doit faire en ce sens. Et je vous assure, Louis d'Or, nous l'avions vu avant. Nous l'avions compris avant. Mais que peut-être le contexte ne le permettait pas. Ne l'avait pas permis. Et maintenant, la proposition de loi se trouve certainement au bureau de l'Assemblée. Il ne nous appartient plus. Il appartient, c'est devenu un patrimoine de tous les députés parce que après la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un projet de loi, elle n'appartient plus à ses initiateurs selon notre système. Elle appartient à toute la plénière sous la gestion du bureau. Donc actuellement, les bureaux peuvent en faire ce qu'ils veulent. À défaut, et si Dieu nous prête vie, à supposer qu'on soit réunis, c'est notre souhait, on pourrait reprendre ça lors de la prochaine législature. En résumé alors, en 2 paragraphes, pour ceux qui n'ont pas lu cette proposition de loi initiée par vous et l'honorable Aubin Minakou, ça portait sur quoi? En 2 paragraphes, professeur. Alors nous voudrions corser le sens de responsabilité de la part des magistrats. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est le juge, qui est l'organe disciplinaire du magistrat. L'organe disciplinaire du magistrat, et cela est constitutionnel. Alors, nous avions voulu, et malheureusement, comme ce sont des magistrats qui contrôlent les magistrats, il y a une forme de solidarité négative qui naît. Louis d'Or, magistrat, moi, magistrat, Louis d'Or, président du Conseil supérieur de la magistrature, ou membre, moi, simple magistrat, je commets une bévue, tu t'empêches de me sanctionner, te disant qu'il se pourrait que demain ce soit moi, ainsi de suite, comme ça on ne se sanctionne pas mutuellement. Il y a bien entendu des chambres disciplinaires qui sanctionnent ça, on ne refuse pas. Mais nous avions voulu corser cette initiative en permettant au ministre de la Justice, pas de sanctionner, hein. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que lorsque les citoyens déposent des plaintes auprès du Conseil supérieur de la magistrature, ça tombe caduc dans l'année, enfin, pour 1 an. Ok? On dépose aujourd'hui le 9 2022, au 8 2023, si on n'a pas instruit, ça tombe. Et la plupart des plaintes vont dans ce sens. Alors, nous avions voulu faire en sorte que le ministre pouvait demander au Conseil supérieur de la magistrature d'analyser la plainte qui est déposée par une pauvre dame qui est à l'intérieur ou partout. C'était uniquement, principalement ce que nous voudrions. Nous n'avions pas dit que le ministre puisse sanctionner le magistrat, parce que cette responsabilité relève de manière constitutionnelle au Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça. Et d'ailleurs, depuis tout ce temps, ça c'est la première fois que je le dise sur un plateau, quand j'ai lu la loi américaine et d'autres lois, je me rends compte que le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa chambre disciplinaire, est composé et présidé par de non-magistrats. Oui, par des non-magistrats, des avocats, des commerçants, toutes ces personnes. Ça, on peut l'insérer chez nous. Que la chambre disciplinaire du Conseil supérieur soit présidée par des non-magistrats pour vérifier, pour surveiller les actes de magistrats. C'est ça. Donc, il y avait entre autres ça, c'est pour ça que les gens ont fait tant de bruit, mais vous voyez... Vous étiez mal compris. On pensait que vous vouliez que l'ancien ministre de l'époque soit là pour sanctionner... Qui n'était même pas éternel, comme on le rappelait. Qui est parti. Qui est parti, et maintenant, il y a une personne, et puis voilà... Une autre ministre d'État. Madame la ministre, actuellement, Madame la ministre Rosum Tombo, en tant que ministre, je crois qu'elle n'a pas assez de pouvoir face à certains magistrats véreux. En tout cas, moi, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Vous voyez, la fois dernière, dans une situation qui s'est passée, je crois, au niveau des élections de gouverneurs, elle a tenté elle a écrit. Bon, mais son écriture, là, c'est comme tout citoyen, vous savez. Quand elle a écrit, c'est comme tout citoyen qui peut se plaindre. Oui. Mais la loi ne lui reconnaît pas d'autre pouvoir que d'agir comme tout autre citoyen. Ce qui n'est pas très, très normal. Donc c'est ce que vous vouliez corriger. C'est ce qu'on voulait corriger en tout cas. La proposition est toujours au bureau, vous l'avez dit. C'est la propriété de la plénière de l'Assemblée. Si le bureau le décide, il met sûrement. Sinon, bon, nous, ce n'était pas une affaire privée. Je n'ai jamais été ministre de la Justice. Je n'ai pas un cousin qui se trouve là non plus. Donc nous faisions pour la République. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Gary Sakata. Et je rappelle que vous êtes député national élu de Bagata dans le Kwilu. Vous êtes également avocat à la Cour pénale
international et également avocat ici à Kinshasa, au barreau de Kinshasa-Gombe, professeur à l'université de Kinshasa. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau de l'émission Liberté d'opinion, mesdames et messieurs, que vous aurez à suivre sur la télévision nationale congolaise, sur la RTNC3, sur KIN 24 et toutes les autres chaînes partenaires qui vont relayer cette émission. C'est une émission pédagogique qui vous permet d'apprendre beaucoup de choses sur le contrôle parlementaire pour savoir ce que font les personnes que vous avez élues comme députés nationaux, comme sénateurs et bien d'autres. Professeur, je vous dis très sincèrement merci. À moins que vous ayez un tout dernier mot à dire à vos électeurs qui vous suivent à partir des Bagata, je vous le concède. Je demande à tous les Congolais, à tous les Culois, à tous les Bagatoises et Bagatoises de respecter les lois de la République et de se conformer aux instructions du gouvernement national, de cesser de petits conflits inutiles et de vivre en paix en vue d'assurer notre développement commun. Voilà. Voilà, ça sera votre mot de la fin. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des millions à nous suivre. Très bonne suite de programme et conservez le canal de la télévision qui vous a permis de suivre cette émission. D'ici là, portez-vous très bien encore une fois. Au revoir. Merci.